Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse fondamentale dans laquelle on va se focaliser sur les valeurs de croissance qualitative et on va voir que ces valeurs de croissance qualitative ont un taux de croissance qui est non linéaire au cours du temps, ce qui engendre une très forte volatilité, notamment au moment des résultats, au moment des publications trimestrielles ou semestrielles. Pour autant, généralement, la trajectoire de l'action à long terme n'est pas remise en question. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui compte en réalité, c'est le taux de croissance moyen de l'entreprise au cours d'une période donnée, par exemple 3 ans, 5 ans, 10 ans. Enfin, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'utiliserai l'action adienne pour illustrer justement le fait que les valeurs de croissance qualitative ont un taux de croissance qui est non linéaire ou erratique au cours du temps. Alors point important, comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors je vais commencer cette vidéo en vous montrant que le taux de croissance d'une valeur de croissance qualitative est non linéaire d'une période à l'autre, c'est-à-dire que ce taux de croissance a tendance à être erratique d'une période à l'autre, c'est-à-dire que tantôt on va avoir un taux de croissance élevé, tantôt on va avoir un taux de croissance plus faible, et parfois on va avoir un taux de croissance négatif. Pour autant, sur ce type de valeur, sur ce type d'action, cela ne remet pas en question fondamentalement les perspectives de l'entreprise à plus long terme. Alors je vais commencer avec l'action Hermès. Donc je vous ai mis les taux de croissance du chiffre d'affaires pour 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc on a 5 ans de taux de croissance au niveau du chiffre d'affaires pour chacune des entreprises suivantes. Donc on va commencer par Hermès et on va voir que ce taux de croissance est erratique au cours du temps et donc qu'il va changer d'une période à l'autre. Ici, la période est une année et on va voir que ce taux de croissance diffère d'une année à l'autre. Pour autant, ce qui compte, c'est la moyenne de ce taux de croissance au cours du temps. Et on va voir que ces entreprises ont un taux de croissance du chiffre d'affaires qui est tout à fait convenable au cours d'une période suffisamment longue. Alors on va commencer avec Hermès. On voit que le taux de croissance 2018 est de 8%. On passe à 15% en 2019, ensuite on a un taux de croissance négatif de moins 7% en 2020, le taux de croissance repart fortement à la hausse en 2021, plus 40%, et puis fortement à la hausse en 2022, plus 29%. Au final, sur base d'une moyenne arithmétique, on voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Hermès est de 17% par an au cours des 5 dernières années. Alors on aurait pu ici utiliser une moyenne géométrique, je ne l'ai pas fait ici par simplicité. L'idée c'est simplement de vous montrer que sur base d'une simple moyenne arithmétique, on peut avoir une idée du taux de croissance moyen d'une entreprise, en tout cas au niveau du chiffre d'affaires. Donc pour Hermès, on est à 17% par an au cours des 5 dernières années, donc on a un très beau taux de croissance du chiffre d'affaires. Et je vous rappellerai ici que généralement ce qui se passe pour les valeurs de croissance qualitative, c'est que le taux de croissance du free cash flow et du résultat net est supérieur au taux de croissance du chiffre d'affaires. Donc si on a un taux de croissance du chiffre d'affaires d'environ 17% pour Hermès, ça sous-entend que le taux de croissance des bénéfices et du free cash flow, si l'entreprise est bien gérée, ce qui est le cas pour Hermès, est supérieur à 17% par an. D'accord, donc ça veut dire que le taux de croissance des bénéfices et du free cash flow est supérieur à 17% par an, en gardant à l'esprit que sur une longue période, le taux de croissance des bénéfices et du free cash flow est relativement identique. Bien entendu, on préfère à court terme le taux de croissance du free cash flow, on aime bien voir les choses de manière tangible, en cash. Pour autant, sur longue période, ces deux taux de croissance ont tendance à être relativement similaires. Et donc au final, en partant du principe que le cours de bourse d'une action va suivre l'évolution des bénéfices et du free cash flow de cette entreprise au cours du temps, alors le taux de croissance des bénéfices et du free cash flow de cette entreprise nous indique quel est le rendement potentiel de cette action au cours du temps. Alors le point important ici, c'est que le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Hermès est erratique au cours du temps. On le voit avec une contraction en 2020. Alors ce qui va se passer, c'est que généralement lorsque ces entreprises publient des résultats en baisse, comme Hermès en 2020, ce qui va se passer, c'est que les analyses vont avoir tendance à revoir leurs recommandations. Et donc les analyses vont avoir tendance à utiliser le taux de croissance actuel pour prédire le taux de croissance futur de l'entreprise. Or, on le voit bien, le taux de croissance d'une entreprise qualitative est erratique au cours du temps, ce qui veut dire qu'un taux de croissance, le taux de croissance actuel ne nous dit rien du taux de croissance futur de l'entreprise. Et donc, de mon point de vue, il est préférable d'utiliser le taux de croissance moyen d'une entreprise sur une période donnée, par exemple 5 ans, plutôt que d'utiliser le taux de croissance de l'année en cours pour prédire
le taux de croissance futur de l'entreprise. Je pense que cela n'a aucun sens. Alors je continue avec Ferrari, on voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires de Ferrari en 2018 est de moins 4%. Alors bien entendu, si on se base sur ce taux de croissance pour anticiper ce qui va se passer en 2019-2020, on va fortement se tromper sur l'évolution du cours de bourse de Ferrari. Puisqu'on voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires en 2019 est de 9%, donc on a une très forte remontée du taux de croissance. On est à nouveau à 2% en 2020, on connaît les raisons de cette faiblesse du taux de croissance, et puis on passe à 15% en 2021 et 13% en 2022. Au final, le chiffre d'affaires de Ferrari a un taux de croissance moyen de 7% au cours des 5 dernières années. Encore une fois, sur base arithmétique, il serait préférable ici d'utiliser une moyenne géométrique. Pour autant, on voit que Ferrari a un taux de croissance de 7% par an au niveau du chiffre d'affaires, ce qui laisse entendre que le taux de croissance des bénéfices est plutôt de 10, 12, 15% par an, ce qui est un très beau taux de croissance et ce qui fait que le cours de bourse de Ferrari, sur la même période, continue d'évoluer de très belle manière. Alors je vous ai mis ensuite l'entreprise danoise Genmab. On voit que le taux de croissance en 2018 est de 23%, taux de croissance 2019 69%, et puis on passe à 100% en 2020, avant une contraction du taux de croissance du chiffre d'affaires de 22% en 2021, et puis une très forte reprise en 2022. Donc on voit que la moyenne arithmétique sur 5 ans est de 46%, ça fait de Genmab une très belle valeur de croissance qualitative, avec un risque quand même qui est celui, en tout cas, qui dépend du fait que Genmab soit une biotech, donc ça c'est bon, il est bon d'en avoir conscience. Pour autant, on voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires de Genmab est très erratique au cours du temps, et donc le taux de croissance de 2021 par exemple ne nous dit rien sur le taux de croissance futur de l'entreprise en 22, 23, 24. Voilà. Et puis Novo Nordisk enfin, une des plus belles valeurs de croissance qualitative actuellement, avec une très belle performance du cours de bourse en 2023. On voit que Novo Nordisk a un taux de croissance du chiffre d'affaires en 2018 de 2% seulement. Donc encore une fois, cela ne nous dit rien de ce qui va se passer en 2019, 2020, etc. Et donc il faut prendre, ou en tout cas plutôt utiliser la moyenne des taux de croissance sur une période plus longue pour avoir une idée du taux de croissance réel de l'entreprise. On voit qu'en 2019, ce taux de croissance du chiffre d'affaires passe à 11%. On redescend à 6% en 2020, et donc on pourrait se dire sur base des 3 dernières années, donc 2018, 2019, 2020, que Novo Nordisk a un taux de croissance du chiffre d'affaires qui est relativement faible. Pour autant, ce taux de croissance remonte à 13% en 2021, puis 27% en 2022, avec une moyenne arithmétique sur 5 ans de 12%. Et donc Novo Nordisk a un très beau taux de croissance du chiffre d'affaires, et encore une fois, ce taux de croissance du chiffre d'affaires nous indique que le taux de croissance des bénéfices est très probablement supérieur à 12% par an, ce qui fait que l'action performe extrêmement bien en bourse actuellement. Alors on peut faire la même chose sur les actions américaines, je vous ai mis ici les actions Nvidia, Meta Platforms, Estée Lauder et Amazon. On commence avec Nvidia, taux de croissance du chiffre d'affaires 2018 44%, donc une valeur de croissance explosive ici. Taux de croissance 2019, 22%, taux de croissance 2020, moins 6%, donc on peut se dire c'est fini, Nvidia ne va plus croître, en tout cas va connaître une période très longue de décroissance. C'est pas du tout le cas, le taux de croissance du chiffre d'affaires en 2021 repasse à 50%, puis on augmente ensuite à nouveau en 2022 avec un taux de croissance qui passe à 60%, avec une moyenne arithmétique sur 5 ans de 34%, donc là c'est pareil. Donc encore une fois, on observe que l'entreprise a un taux de croissance très erratique d'une période à l'autre. Pour autant, ce qui compte, c'est la croissance moyenne de l'entreprise sur une période suffisamment longue, ici une période de 5 ans. Alors, c'est la même chose pour Meta Platforms, on a de très beaux taux de croissance de 2018 à 2021, 39%, 29%, 21%, 39%, et puis le taux de croissance du chiffre d'affaires chute en 2022, 5%, et là c'est la panique. Les investisseurs vendent en se disant que ce 5% est représentatif du taux de croissance qui va apparaître, en tout cas qui va être réalisé par l'entreprise au cours des prochaines années. Et l'action de Meta Platforms perd plus de 70% de sa valeur. Donc la question est, est-ce que ce taux de croissance 2022 est représentatif des perspectives de l'entreprise? La réponse est absolument non. Ce n'est absolument pas représentatif des perspectives de l'entreprise. On l'a vu avec Meta Platforms, si vous avez suivi ce qui s'est passé sur ce dossier, l'action a perdu 70% de sa valeur avant de remonter sur ses plus hauts. Si on se base sur la moyenne arithmétique à 5 ans, on voit que le taux de croissance du chiffre d'affaires est de 27% en moyenne, donc un très beau taux de croissance au cours du temps. Et on peut constater aujourd'hui, donc
après cette remontée du cours de bourse, que le taux de croissance de l'entreprise remonte, en tout cas est en train de remonter sur des niveaux historiquement hauts. Alors je vous ai mis ensuite Estée Lauder, très belle valeur de croissance qualitative avec un aspect assez cyclique, notamment au niveau des ventes qui vont suivre un peu les cycles économiques. Pour l'instant, l'entreprise est très impactée par le ralentissement économique en Chine. Je reste convaincu de mon côté que tout ceci n'est que passager. Donc taux de croissance du chiffre d'affaires 2018, 15%. Le taux de croissance baisse à 10% en 2019, puis il se contracte, moins 3% en 2020. Il remonte à 13% en 2021, puis à 10% en 2022. Et puis au moment où je tourne cette vidéo, on a à nouveau une contraction très forte du chiffre d'affaires. Donc on voit que la moyenne arithmétique sur 5 ans est de 9% pour Estée Lauder. Je reste convaincu de mon côté que la contraction actuelle n'est que passagère. On verra bien entendu si c'est bien le cas dans quelques années. Et puis enfin Amazon. Donc Amazon a des taux de croissance exceptionnels, en tout cas sur la période 2018-2022. Taux de croissance du chiffre d'affaires 29% en 2018, 20% en 2019, 36% en 2020, 21% en 2021, 10% en 2022. Pour autant, en 2023, le chiffre d'affaires s'est fortement contracté et donc l'action a fortement chuté. En tout cas, fin 2022, elle s'est mise à chuter et puis elle est remontée ensuite en 2023. Donc là encore, on a des taux de croissance qui ne sont pas stables, qui ne sont pas linéaires au cours du temps. Et donc, il faut être très méfiant par rapport aux taux de croissance publiés lors des publications trimestrielles ou semestrielles. Celles-ci ne nous disent rien du taux de croissance de l'entreprise au cours des 3 à 5 prochaines années. Alors, comme je le mets ici, malgré ces taux de croissance très erratiques au cours du temps, qui peuvent avoir un très fort impact sur la volatilité du cours de bourse, on peut voir que cela ne remet pas en question la trajectoire de l'action à long terme, et c'est le cas bien entendu pour les valeurs de croissance qualitative. Donc ce qui va compter ici, c'est la qualité intrinsèque de l'entreprise, à savoir la qualité de son bilan, la qualité de son free cash flow, la qualité de son résultat net, et ainsi de suite. Alors je vous ai mis l'action Hermès ici. On a vu que le chiffre d'affaires d'Hermès, je vais revenir ici, s'est contracté en 2020. On peut voir qu'au niveau de l'action, cela n'a eu qu'un très faible impact en 2020. Pour autant, l'action ensuite a fortement corrigé en 2021-2022 avec une chute du cours de bourse de près de 42%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs de croissance qualitative connaissent régulièrement des périodes de drawdown qui peuvent nous permettre, nous, investisseurs à long terme, d'entrer sur ces valeurs qualitatives. Et donc, il faut savoir de temps en temps saisir ces opportunités pour construire des positions sur ce type de valeurs qualitatives. Alors je vous ai mis une autre entreprise ici, c'est Ferrari. Alors on peut voir ici, je vais revenir ici, que Ferrari a eu de beaux taux de croissance. Alors c'était un peu moins beau, même beaucoup moins beau en 2018, beaucoup moins beau en 2020. Le reste du temps c'était très beau. Pour autant on voit ici, comme pour Hermès, que le cours de bourse de Ferrari se contracte. Pourquoi? Parce que le marché est en train d'anticiper éventuellement un ralentissement en Chine et anticipe également une récession aux États-Unis. Et donc le cours de bourse de Ferrari chute à l'image du cours de bourse d'Hermès. Encore une fois, cela était potentiellement un point d'entrée intéressant pour un investisseur à long terme. Je vous ai mis ensuite le cours de Genmab, c'est la même chose. On a une valeur de croissance qui est explosive ici, avec un taux de croissance du chiffre d'affaires qui est exceptionnel, malgré la contraction de 2021. Et on peut voir que le haut niveau du cours de bourse, c'est pareil, on a de temps en temps des points d'entrée intéressants avec des drawdowns très importants. Ici, un drawdown proche de 40%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces valeurs de croissance qualitative, il ne sert à rien de se précipiter. Il y a toujours des points d'entrée qui se mettent, en tout cas qui se présentent au cours du temps. Notamment lorsque l'entreprise annonce un ralentissement de sa croissance, puisque les analyses vont avoir tendance à ajuster leurs recommandations à la baisse, ce qui va avoir tendance à faire vendre les mains les plus faibles, en tout cas des investisseurs qui ne sont pas forcément investis à très long terme. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut construire des lignes sur ce genre d'entreprise. Et puis enfin pour l'Europe, je vous ai mis l'action Novo Nordisk. Alors là c'est pareil, on a vu que l'action Novo Nordisk avait des taux de croissance relativement faibles en 2018, 2019, 2020. Au niveau du cours de bourse, on a un cours de bourse qui monte petitement en 2019-2020 et puis on a une accélération de la croissance et on peut voir que ça se voit au niveau du cours de bourse qui s'emballe complètement à partir de 2021-2022. On a une très forte hausse du cours de bourse, on a une contraction en 2022 et puis ensuite c'est parti, le cours de bourse passe de 300 à 700 couronnes et donc on a une augmentation, en tout cas un cours de bourse qui augmente de 150% sur la période 2022-2023.
Donc encore une fois, tout ça pour dire que le taux de croissance de Novo Nordisk en 2018, 2019, 2020 ne nous dit rien du taux de croissance futur de l'entreprise, et ça, il est important d'en avoir conscience. Ça veut dire que ce qui va compter, c'est le taux de croissance moyen sur une période suffisamment longue. Alors très rapidement, je vais vous montrer les graphiques pour les actions américaines. On va voir que c'est exactement la même chose. On voit que Nvidia a un taux de croissance du chiffre d'affaires qui se contracte en 2020. Et on voit ici que l'entreprise voit son cours de bourse se contracter entre 2021 et 2022, donc avec un lag. Et on voit que le cours de bourse se contracte de près de 66%, ce qui représente bien entendu un point d'entrée pour les investisseurs qui aiment ce genre de valeur de croissance qualitative. Et donc un point d'entrée potentiellement intéressant dans une perspective de long terme ou de très long terme. Encore une fois, la contraction du chiffre d'affaires de Nvidia en 2020 ne nous dit rien du taux de croissance de l'entreprise en 2021, 2022 et ainsi de suite. Comme les taux de croissance actuels ne nous disent rien du taux de croissance de Nvidia dans 5 ans. C'est la même idée. Alors, c'est la même chose pour Meta, j'en ai parlé, l'action s'effondre de plus de 70%, on a une contraction du chiffre d'affaires, l'action s'effondre de plus de 70%, et ce qu'on constate, c'est qu'un an plus tard, l'action est revenue sur ses plus hauts ou quasiment. Donc encore une fois, le taux de croissance d'un trimestre donné ou d'une année donnée ne nous dit rien du taux de croissance de l'entreprise à long terme. Enfin, Estée Lauder, c'est la même chose, le cours de bourse s'est effondré de 70%. Je reste convaincu que la contraction actuelle ne nous dit rien du taux de croissance de l'entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans ou plus. Enfin, idem pour Amazon. On voit qu'on a une très belle contraction ici du cours de bourse d'Amazon, en même temps qu'on a une contraction du chiffre d'affaires. Amazon qui est très dépendant de l'économie américaine, donc bien entendu si le marché anticipe une récession aux États-Unis, alors le cours de bourse d'Amazon se contracte au diapason de la contraction économique. On voit qu'un an plus tard, c'est pareil, le cours de bourse est très bien repris, et donc en fait que ce sont généralement des contractions de cours de bourse qui sont extrêmement temporaires, et donc ça peut être intéressant pour un investisseur ayant une perspective de long terme de se positionner sur ce genre d'action au moment de ces contractions très violentes du cours de bourse. Alors, je vais terminer cette vidéo avec un exemple récent, celui d'Adyen, qui est une entreprise de croissance qualitative relativement jeune, donc elle n'est pas comparable à des entreprises comme Meta Platforms, comme Nvidia par exemple. C'est une entreprise beaucoup plus jeune, pour autant elle a les caractéristiques d'une entreprise, en tout cas d'une valeur de croissance qualitative. C'est une entreprise au taux de croissance très intéressant, qu'il s'agisse du taux de croissance du chiffre d'affaires, mais aussi des bénéfices ou du free cash flow. C'est une entreprise faiblement endettée, leader sur son marché. C'est une entreprise au rendement sur capitaux élevé, au taux de rétention élevé puisqu'elle ne paye pas de dividendes, et puis qui s'assure de ne pas diluer ses actionnaires. Donc personnellement, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. C'est une entreprise dont je pense qu'elle a énormément de potentiel à long terme. Bien entendu, cela ne remet pas en question le fait qu'il s'agisse d'une entreprise à forte volatilité. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise dont le taux de croissance justement est erratique au cours du temps. Donc on a cet exemple avec Adyen, l'entreprise publie ses résultats fin juillet, début août 2023, je ne me souviens plus exactement, et en une séance, le cours de bourse chute de 40%. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'ensuite on a un cercle vicieux qui se met en place avec la presse qui fait les gros titres en indiquant que l'entreprise est finie, entre guillemets, et puis les analystes qui revoient leur copie en se disant qu'ils ont dû se tromper dans leur valorisation, et donc qu'ils revoient fortement leur valorisation à la baisse sur le titre, ce qui a un effet boule de neige un petit peu, parce que les particuliers ensuite vont se mettre à vendre leurs titres en pensant qu'ils ont acheté de la gnognotte, entre guillemets, et puis ensuite ce qui va se passer, c'est que au final, le taux de croissance trimestriel, en tout cas annoncé au moment de la publication, va s'avérer ensuite non représentatif du taux de croissance suivant qui va être publié ensuite. Et on va voir qu'on a un jeu de changement de publication et de changement d'opinion du marché, mais aussi des investisseurs particuliers au cours du temps. Donc le cours de bourse d'Adyen chute de 40% en une séance. Ensuite, on a un relais de la presse qui aime faire en tout cas utiliser ce genre d'événement pour faire les gros titres. On peut lire Adyen dévisse de 38% en bourse après des résultats décevants. Alors bien entendu, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les analystes vont revoir leur copie en pensant qu'ils se sont trompés dans leur valorisation, et ils vont en tout cas ils vont prendre en compte le taux de croissance le plus récent pour ajuster leur modèle, donc leur DCF généralement, et donc leur valorisation.
Et donc on peut lire ici que Adyen poursuit son plongeon et les analystes revoient leur copie. Alors bien entendu, quand on a ce genre de titre, ça fait peur à tout le monde, y compris aux investisseurs particuliers qui vont avoir tendance à se délester de leur titre s'ils n'ont pas une perspective d'investissement ou un horizon d'investissement à long terme. Alors on peut lire notamment ici que UBS réduit drastiquement sa cible. Alors je vais vous lire quand même ce que nous indique UBS dans sa note. Il nous indique: même après le manquement des attentes du premier semestre 2023, nous voyons des risques pour les perspectives du second semestre et UBS juge ainsi les objectifs à moyen terme hors de portée à court terme. Alors si on se focalise sur cette note, on peut voir que UBS raisonne à court terme et à moyen terme, mais certainement pas à long terme. Pour autant, on peut voir que UBS réduit drastiquement son objectif de cours de 1641 € à 854 € sur Adyen. Donc pour faire simple, UBS revoit entièrement sa valorisation sur base de la dernière publication d'Adyen et donc du ralentissement du taux de croissance, mais aussi, j'en ai pas parlé, d'une contraction des marges. Et donc au final, les investisseurs se délestent d'Adyen en pensant que le dossier est intouchable à court ou moyen terme. Maintenant, il est bon de se rappeler qu'on raisonne en tant qu'investisseur à long terme justement, et non pas à court ou moyen terme. Alors, il est intéressant ensuite de voir que 2 mois plus tard, Adyen reprend 40% en une séance, et donc le cours est en hausse de 80% depuis des récents plus bas d'il y a quelques mois. Alors, la raison est toute simple, c'est que UBS, comme tous les autres, relève sa recommandation. Alors pourquoi UBS relève-t-elle sa recommandation ? Parce que l'entreprise annonce un changement à nouveau du taux de croissance et revoit sa copie. Pourquoi ? Tout simplement parce que le taux de croissance est non linéaire au cours du temps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important de bien comprendre, c'est que le taux de croissance d'une entreprise est non linéaire au cours du temps. Ce qui veut dire que ce taux de croissance va être erratique d'une période à l'autre. Alors ça peut être d'un trimestre à l'autre, d'un semestre à l'autre ou d'une année à l'autre. Et donc ce qu'on peut lire ici sur le site ABC Bourse, c'est qu'une fois le titre reparti à la hausse avec une très forte hausse de 40%, UBS relève sa recommandation sur Adyen de neutre à achat avec un objectif de cours relevé drastiquement de 772 € à 1125 €. Donc ça veut dire qu'entre-temps, ils avaient baissé leur recommandation de 854 € à 772 €, en fait en suivant l'évolution du cours de bourse tout simplement, et que une fois le cours de bourse remonté sur ses niveaux de départ ou presque, UBS relève sa recommandation. Et donc, encore une fois, on peut se demander ce qu'apporte ce genre d'analyse à un investisseur. Je pense de mon côté qu'il est préférable de ne pas tenir compte des recommandations des analystes. Et donc, encore une fois, j'insiste sur ce point, les valeurs de croissance qualitative ont un taux de croissance non linéaire au cours du temps, un taux de croissance erratique d'une période à l'autre, et donc le taux de croissance d'une période donnée ne nous dit rien du taux de croissance de l'entreprise à 3 ans, 5 ans, 7 ans ou plus. Alors, je lis quand même ce qui est écrit dans le dernier encadré ici. On peut lire « Dans le résumé de sa note de recherche, le broker explique voir la journée investisseur du groupe favorablement, pointant de nouvelles projections à moyen terme jugées réalistes pour les revenus et meilleures que prévues pour les marges. » En d'autres termes, il y a 2 mois, en tout cas 2 mois avant, le broker avait tendance à dire que l'entreprise n'était plus qualitative, et aujourd'hui, 2 mois plus tard, il a tendance à dire que l'entreprise est à nouveau qualitative. J'ai envie de dire à ce broker qu'il faudrait qu'il se fasse une opinion sur l'entreprise, non à court terme, non à moyen terme, mais plutôt à long terme. Alors, très rapidement, pour terminer cette vidéo, je vous ai mis les rendements mensuels d'Adyen de 2018 à 2023. On peut voir que le rendement mensuel d'Adyen en août 2023 est de moins 54%. Et là, un investisseur pourrait se dire, c'est la fin, cette entreprise ne vaut plus rien, il ne faut certainement pas investir dans cette entreprise. C'est encore une fois le lot des valeurs de croissance qualitative d'avoir ce genre de rendement, des rendements négatifs très importants, mais aussi des rendements positifs très importants. Et on peut voir que 2 mois plus tard, en novembre 2023, l'action est en hausse de près de 70%, donc 69% exactement. Et donc, encore une fois, lorsqu'on a des valeurs de croissance qualitative, on a des taux de croissance qui sont erratiques au cours du temps, et donc on a une volatilité qui est valable dans les deux sens, à la fois à la baisse comme à la hausse. Donc, autrement dit, lorsqu'on a des actions qui sont capables de perdre 50% de leur valeur en un mois, ça veut aussi dire qu'elles sont capables de prendre 50, 60, 70% de leur valeur en un mois, c'est-à-dire qu'elles sont capables de regagner ce qu'elles ont perdu dans le même intervalle de temps.
Voilà, et quand on regarde un petit peu Adyen au cours du temps, on peut voir que, si je passe avec ma souris sur l'écran ici, on peut voir qu'on a des taux de croissance mensuels qui sont soit très élevés, 15,8% en juillet 2018, soit très négatifs, moins 18,76% en octobre 2018, moins 20% quasiment en novembre 2018, et puis à nouveau, retour d'une croissance explosive, plus 36% en janvier 2019. Et puis on a des hausses régulières, 31% en mai 2020, à nouveau ça baisse, moins 8%, plus 10%, plus 20%, donc vous voyez, les changements du cours de bourse sont également très erratiques au cours du temps, en même temps que la croissance de l'entreprise est erratique au cours du temps. Maintenant, ce qui compte, c'est le taux de croissance moyen de cette entreprise sur une période de temps relativement longue. Alors pour terminer et afin de vous montrer un autre exemple avec une action qui a fait ses preuves au cours du temps, l'action américaine Monster Beverage, on peut voir que les rendements mensuels sont soit très élevés, comme ici en 2014, en août 2014, plus 38%, soit très négatifs, comme en mars 2019, moins 15%, ou en décembre 2018, moins 17-18%. Tout ça pour dire que ces entreprises ont des rendements qui sont tantôt très positifs, tantôt très négatifs, que ces rendements sont très erratiques au cours du temps, qu'ils sont erratiques au cours du temps. Pourquoi? Parce que le taux de croissance de ces entreprises est également erratique au cours du temps. Pour autant, le taux de croissance à une période donnée ne nous dit rien du taux de croissance futur de l'entreprise. Et donc ce qui va compter réellement, c'est le taux de croissance moyen d'une entreprise au cours d'une période suffisamment longue, mesuré au travers d'une moyenne géométrique. Alors, en guise de conclusion, il est important de comprendre que le taux de croissance des valeurs de croissance qualitative est non linéaire ou erratique au cours du temps, que cette évolution erratique engendre des révisions de recommandations fréquentes et donc une forte volatilité du cours de bourse. Pour autant, cela ne remet généralement pas en question les perspectives de l'entreprise à long terme et donc l'évolution haussière du cours de bourse à long terme. La volatilité peut ainsi être utilisée à bon escient pour entrer à prix raisonnable. C'est ce qu'on utilise lorsqu'on a une approche GARP, c'est-à-dire Growth at a Reasonable Price, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé celle-ci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.